je découvre comment marche Twitch. Ok. Ça a demandé beaucoup de temps. Alors. Ah, j'ai 2 spectateurs. Enfin, je crois. Alors, poum poum poum. Hello. Salam. Vous êtes 2, 3, plus. Franchement, je découvre. Donc, si ça bug et tout, vous me dites. Parce que j'ai pas une connexion de ouf en vrai. Ah, c'est trop bien, vous êtes là et tout. Machallah. Trop trop bien. Je suis trop excitée. Salam alaikum. Et comment j'ai galéré pour arriver ici, hein, vous savez. Parce que j'ai un iPhone avec quoi je filme là. Mais pour arriver à ce que ça filme, à ce que le son il soit bien et tout, enfin, c'est trop drôle en fait. J'ai l'impression d'être une streameuse gaming. Et je pense que ça doit bugger un peu parce que ma connexion, elle est pas ouf. Ah, il y a Riyad, il y a Imen, trop bien. Je sais pas, est-ce que vous pouvez me dire... ah ok, ça bug pas. Bon bah tant mieux, si ça bug pas, c'est trop cool. Aux gens qui voient rien, ça bug, ça bug, ça bug pas, ça bug, ça bug pas. Je sais pas. Est-ce que le bug, il vous permet d'écouter ce que je dis ou pas du tout en fait? J'ai jamais arrivé, je vous jure. Je pense que c'est soit c'est ma connexion, soit c'est la vôtre. C'est parce que t'as... Attends. C'est parce que t'as que la 1080p en qualité de dispo. Mais ça existe pas plus sur Twitch. Il n'y a pas la 4K. Bon bah si ça va, hein. On va dire que ça va. Ouais, en tout cas trop contente que vous soyez là. C'est trop bien Twitch. Genre c'est pas protocolaire et tout, on peut parler, tout ça. Enfin bref. Inch'Allah si ça bug, bah, c'est pas grave, vous comblerez les trous. En fait, là, depuis un mois, j'ai trop le travail en tête. Moi, je suis vraiment la plus grosse haters du travail. Dans le sens... comment on dit? Dans le sens social du terme. Ta journée, c'était comment? Ouf, ma journée, comme un dimanche. Comme un dimanche. Sport, pâtisserie, ménage. Sur Dostri, tu peux gérer si t'as une bonne connexion. Ah, ok. J'ai compris ce que tu dis. En gros, les gens qui ont une pas bonne qualité, ils peuvent descendre la qualité. Ok. Ok. Bah, moi, je sais pas comment on fait pour activer ça. Je sais pas. Déjà, je vous dis, pour arriver ici, c'était compliqué. Et vous, c'était comment votre journée? Vous avez fait quoi et tout? Le dimanche, on est d'accord que c'est pas du tout le meilleur jour de la semaine. C'est le samedi, je pense. Parce que le samedi, il y a encore un jour de repos jusqu'au lundi. Alors que le dimanche, c'est horrible. Parce qu'en gros, on le vit en se disant que demain, bah, c'est le travail. Où trouves-tu ta motivation quotidienne? Dans l'autodiscipline. Et sinon, dans les petits bonheurs. Enfin, vraiment, en gros, par exemple, quand je vais au sport, bon, ça me fait du bien le sport, mais les jours où j'ai pas envie d'y aller, je me dis, vas-y, à la fin du sport, tu vas aller boire un bête de trucs et manger une bête de pâtisserie. Du coup, quand je fais mes séries et tout, et que j'ai du mal, je me dis, vas-y et tout, tu vas aller chez Yann Couvreur, vas-y et tout. Donc moi, c'est un peu dans le circuit de la récompense. Mais voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est... raconte-nous pourquoi tu te lances sur Twitch, l'objectif. Imen, viens m'interviewer directement. Tu te poses là et toi et moi on parle. Les petits talks sans toi, c'est nul. Pourquoi je fais Twitch?
Parce que j'ai plein de choses à dire, que j'ai pas le temps de répondre aux DM pour échanger avec tout le monde, et que j'aime bien le format. Moi, j'aime bien tester des nouvelles choses et tout. Et bah, en fait, j'aimerais bien convertir les vidéos de Twitch sur YouTube. Mais là, vu que ça bug et tout, je pense que ça va être compliqué. Donc, je pense que en fait, tout ce que je dis là, je devrais le refaire en vidéo. Mais ouais, j'aime bien le format. Moi, comme je consomme beaucoup de podcasts, de vidéos YouTube et tout, bah, je kiffe le format. Je sais pas, genre, j'aime bien écouter les gens parler. Donc, je me suis dit que peut-être il y a des gens qui aimeraient bien m'écouter parler. Vous voyez? Ah, là, ça a bugué. Là, ça bug, je pense. Non? Oui? Oui, non? Putain, c'est trop nul quand ça bug. C'est trop nul. J'ai envie de pleurer. Non, je rigole, mais. Mais c'est trop nul! C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Genre, moi, je me dis, comment les petits ils arrivent à faire tout ça et à pas bugger et tout? Franchement, je sais pas. Bref, et du coup, prochain podcast, bah, je pense qu'en fait, tout ce que je ferai sur YouTube et tout, je le convertirai en podcast. Comme Boulot d'Achour dans Click. Ouais, je me prends pour je sais pas qui. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous rencontrez quelqu'un, il vous demande toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et moi, en fait, ça me rend ouf, parce que sous-entendu, ça veut dire c'est quoi ton travail. Mais sauf que travailler, ça nous définit absolument pas. Et à chaque fois qu'on me demande ça, bah moi, j'essaye de mettre mal à l'aise la personne en lui disant, bah voilà, je fais du sport, j'aime bien me balader, j'aime bien regarder les couchers de soleil, j'aime bien lire et tout. Et elle me dit, non, mais c'est quoi ton travail? Et en fait, c'est ouf que le travail soit vraiment vu comme un statut social. Ça m'énerve, franchement, ça m'énerve trop. Parce qu'on sait que la plupart des Français, enfin, je regardais des études et tout là ces derniers mois, la plupart des Français ils sont malheureux au travail. Et d'ailleurs, la France, c'est un des pays où on est les plus malheureux au travail. Donc, déjà, on peut s'interroger sur notre condition à nous. Et qu'en plus, il y a, je sais pas, au moins, je crois, 50% de ce qu'on appelle les bullshit jobs. Donc, en gros, je vois pas en quoi un travail, ça nous définirait, déjà, de un. Mais les conventions et les normes sociales, elles sont super mal faites. En gros, travailler, déjà, il faut travailler absolument. À l'image de la société, c'est le CDI qui est socialement admis. Et il faut se définir par son travail. Et vous avez vu, quand on interroge quelqu'un sur BFM TV et tout, il y a toujours écrit en bas son travail. En bas, en titre. Alors que des trucs, rien à voir, hein, c'est pas en mode on interroge un expert et tout, tu vois. C'est vraiment, on interroge quelqu'un et il y a écrit son travail. Mais en fait, c'est pas la, enfin, la personne, c'est pas son travail. Demain, je fais un autre travail, enfin, je vois pas le rapport en fait. Et je trouve qu'on cultive tous, au final, cette pression sociale de la réussite extérieure, selon des normes admises, on alimente des chemins tout tracés, vous voyez, CDI, mariage, enfant et tout. Et des fois, il y a certains même qui ont peur de se réorienter juste à cause de ça, parce qu'ils ont peur de perdre du temps et tout et tout. Donc, enfin, c'est trop débile en fait. Ils ont peur de ne pas être dans la tranche d'âge du CDI, du truc et tout. Donc ils se disent, ouais, si je me réoriente, je vais perdre du temps, alors que ça se trouve que leur perte de temps, bah en fait, ça va les épanouir. Donc ça n'a aucune logique. Euh, Déjà, ça, c'est un premier point. J'aime pas ce délire-là de se définir au travail, et c'est pour ça que Le Petit Prince, c'est mon livre préféré. Vous voyez, il y a un des passages où il va parler des adultes et des chiffres et de comment le rapport d'adulte à adulte se forme autour de l'essentiel ou du non essentiel. Et il dit, les grandes personnes aiment les chiffres. Et quand vous leur parlez d'un ami, elles vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles vont vous dire, enfin, c'est quoi, combien il gagne, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est combien de mètres carrés fait sa maison et tout. Et elle vous dit jamais c'est quoi les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons, quel est le son de sa voix et tout. Et par contre, si vous leur dites, il continue, il dit ouais, si vous leur dites j'ai une belle maison, avec ci, avec ça, ma maison elle vaut 100 000 francs, etc., bah là ils vont dire waouh et tout. Et bref, ce passage du Petit Prince, il est incroyable parce que c'est clairement la vie. En fait, les gens, si tu leur dis ouais, enfin voilà, tu leur parles en fait de choses essentielles, de choses profondes, de choses qui t'animent, qui font parler ton âme, et ben les gens ils s'intéressent à combien tu gagnes, à c'est quoi tes études, c'est quoi ton travail, etc. Combien de fois j'ai rencontré même des mamans et tout chez mes copines et le premier truc qu'ils me demandent c'est quoi, tu vois, c'est quoi ton diplôme. Enfin, voilà, même ma mère aussi elle est pareille, hein, mais c'est en mode
on est vraiment défini par notre réussite socialement admise et tout, et ça me rend ouf. Et je regardais une étude aussi, c'était je sais plus, en 1990, donc il n'y a pas tellement longtemps. La place du travail pour les Français, elle prenait 60% d'importance. Enfin, en gros, il y avait 60% des gens qui disaient la place du travail dans ma vie, elle est importante. En 2021, c'est 20%. Et je suis sûre, sans statistique, que la tranche des 18-30 ans, ça doit être franchement 5%. Ça a bugué. Vous me dites quand ça bug pas, si vous m'entendez pas et tout. Mais bref, tout ça pour dire que moi, la question que je me pose et le problème qui me revient, c'est... Enfin, pour moi, j'ai ma réponse. Après, pour l'ensemble des Français, je sais pas. Est-ce que le problème, c'est le travail? Est-ce que c'est les conditions, ou le rythme, ou le sens? Qu'est-ce qui saoule, en fait, les humains? Parce que clairement, moi, je dis que j'aime pas le travail. Travail hate account. Mais en soi, c'est pas le travail que j'aime pas. C'est travailler dans un rythme que j'aime pas, dans un cadre que j'aime pas, pour des choses qui m'intéressent pas, etc. Mais ça m'anime de faire des projets, ça m'anime de gérer des choses et tout. Si on me met sur mon canapé, on me dit de pas bouger, à un moment je vais bouger. D'ailleurs, je lisais un article sur ça, je sais plus où, mais en gros, voilà, on n'a pas de libre arbitre par rapport à ça. Si tu te poses dans ton canapé une semaine, à un moment tu devras te lever et tu devras travailler, quoi. Attendez, j'ai plus de batterie, je vais mettre mon ordi à charger. Ouais, c'est là. Du coup, attendez. C'est une préparation très improviste. Ouais. Du coup, ouais, forcément, il y a les conditions, il y a le sens, ça c'est sûr et certain. Maintenant, à quelle échelle, etc. et comment on peut travailler sur ça, parce qu'en soi, les conditions, vous le savez, il y a le mythe de l'entrepreneuriat et tout, à part si tu es entrepreneur ou tu vas habiter dans un pays où il y a grave des facilités au niveau du rythme et tout, bah c'est relou. Après, il y a les conditions au sein même de l'entreprise, mais bon, ça aussi c'est relou. Mais déjà, il faut qu'on parle de la semaine de 35 heures par rapport au rythme. Moi, je suis sûre qu'on pourrait travailler beaucoup moins, c'est obligé. On a créé 75% d'emplois du secteur tertiaire. Donc ça, c'est en gros tout ce qui est services, bureaux, etc. 75% d'emplois de bureaux. Et pour moi, les capitalistes, ceux qui sont actionnaires, qui détiennent les moyens de production et tout, pour justifier la paye des gens, ils monopolisent notre emploi du temps. En gros, ils se disent, non mais on va pas payer, je sais pas, par exemple, quelqu'un 2 000 € pour qu'il soit là juste lundi ou mardi. Non, il va se dire, non, on va... En gros, si on paye la personne, elle va être là du lundi au vendredi, même si c'est pour rien faire, même si c'est pour faire semblant, eh ben on va dire ça. Attendez, je vous lis. Imen, elle dit grave si tu fais un travail qui va dans le sens de ce que t'aimes 100 fois, qui te passionne et que tu fais quand tu veux, ça tirer. Bah en soi, oui. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que en soi, travailler, ça me dérange pas. Mais les gens, quand tu leur dis le travail, ça me saoule, bah en général, ils ont en tête que c'est le travail en mode entreprise, salariat et tout, et pas faire tes projets et tout. Mais ouais, je pense que c'est ça. Après, moi, si je pouvais ne vraiment rien faire et juste faire les choses à mon rythme, à un rythme voilà, slow, juste regarder des fourmis, boire des cafés et quelquefois faire des trucs, ça m'irait aussi. Mais quand on fait un métier qui nous passionne, qu'on aime, on finit par détester. Bah là aussi, on peut s'interroger. Pareil, je regardais des statistiques. Les métiers qui ont le plus de sens et pour lesquels les gens sont le plus épanouis, ils se sentent utiles, etc. D'ailleurs, en général, les gens sont épanouis quand ils se sentent utiles. Et ben, c'est des métiers qui sont les moins bien payés et qui ont les conditions les plus déplorables. Infirmière, prof, assistant maternel, etc. Donc déjà, bah ouais, en général, les conditions, même si ça a du sens et que ça passionne, ça peut finir par dégoûter. Et ouais, semaine de 4 jours, bah, le problème c'est que c'est ce que je disais. En fait, on nous monopolise dans un emploi du temps où on pourrait faire plus. Et j'ai l'impression aussi qu'on a arrêté de chercher des évolutions sociales. En fait, depuis les révolutions des 35 heures et des 25 jours de congés payés, bah, rien qui a changé. Alors qu'il n'y a rien qui est normal pour moi, hein. Là, j'étais dans la sauce sur Twitter parce que je parlais de ça justement. Et en gros, bah, du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, entre guillemets, on met les temps de transport et tout, on est au travail. Donc, pour moi, même si on faisait quelque chose qui nous passionne vraiment, même si c'était une passion, pour moi, c'est un truc de ouf, ce déséquilibre. Ça veut dire que pendant tout ce temps, t'es ni avec ta famille, ni en train de profiter d'activités que t'aimes, t'es sur un seul truc du lundi au vendredi. Donc même si c'est ta passion, pour moi, c'est une dinguerie quand même. Enfin, c'est un truc de ouf. De...
d'être monopolisée comme ça sur une tâche pendant 40 heures. Je travaille en bureau et je vis trop mal d'être autant au bureau et me sentir obligée de déjeuner avec eux. Comment tu fais, ma soeur? Alors moi, c'est simple. Je déjeune pas avec les gens, je parle pas aux gens. En gros, au début, je le faisais un petit peu, puis je me suis réveillée un jour et je me suis dit, je vais pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Ma pause déjeuner, c'est sacré, c'est mon moment où je m'apaise, où je pense à autre chose et tout. Donc au tout début, quand j'arrive dans un taf, je dis non une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et après, bah voilà, les gens ils comprennent. Mais en fait, je m'en fiche qu'on m'aime pas. Vraiment, je fais les choses pour moi. Et peu importe, mon travail il est fait. Et après, moi, je suis toujours dans le délire. C'est quoi le pire qui puisse arriver? C'est qu'on me vire. Je m'en fiche, franchement. J'irai trouver autre chose et c'est tout. Je suis d'accord qu'il n'y a pas d'équilibre entre la vie pro et privée. Bah, c'est ça en fait. Même si c'est une passion, c'est. Bah, il n'y a pas d'équilibre. C'est pas humain, même vis-à-vis de la religion, comment prier. Après, on peut toujours trouver des moyens. Parce que de toute façon, même sans travail dans une société très normée comme ça, capitaliste, etc., à partir du moment où on est des humains, on doit satisfaire certains besoins, on doit travailler, on doit fournir des efforts pour manger, etc., etc. Donc dans tous les cas, Dieu il nous a mis sur Terre, et à partir de ce moment-là, on est obligé de travailler pour faire marcher la société. Donc déjà, voilà. Après, les prières, elles viennent rythmer nos vies et tout. Mais pour moi, on peut trouver un équilibre entre tout ça, c'est sûr. Franchement, ne vous prenez pas la tête pour les pauses à midi. Ouais, franchement, c'est ça, faut pas se prendre la tête, faut se dire... En fait, mais ça, c'est comme dans toute la vie, faut se décorréler de ce que les gens pensent de nous. Donc si vous avez un truc qui répond pas à vos besoins, vous forcez pas à le faire. Mais c'est vraiment un... C'est un travail de ouf sur soi-même pour qu'on se décorrèle de l'amour des gens. Même si c'est au travail, c'est ça. En gros, vous avez peur d'être mal vu. Vous avez peur qu'on se dise, ah, celle-là, elle est bizarre, celle-là, elle est introvertie, celle-là, ci et tout. Mais en vrai, on s'en fout. Même si le regard, comme elle dit, il est pesant. Franchement, vous faites ce qui vous plaît, en fait. Du coup, l'entrepreneuriat depuis la maison, n'est-ce pas le bon compromis? Bah, en soi, oui et non. Parce que l'entrepreneuriat, c'est grave du travail. Surtout au début. Bien sûr, si tu entreprends pendant un moment et qu'après le truc il tourne tout seul et tout, ok. Mais bon, il faut travailler, il faut avoir le goût de l'entrepreneuriat, mais au début c'est du travail. Moi, les entrepreneurs qu'il y a autour de moi, et Inch'Allah, c'est ce que je tends à faire parce que moi j'adore, je suis animée par quand je touche à tout, quand je fais des projets qui me prennent du temps, etc. Mais voilà, si t'as une famille et tout, c'est chronophage l'entrepreneuriat. Et après, depuis la maison aussi, oui et non, ça dépend de ta personnalité. Moi, par exemple, j'aime pas rester chez moi. Donc, ça dépend. Salam alaikum wa alaikum salam. Je travaille pas encore, j'ai 17 ans, mais je pense que je vais passer mes journées à être au travail, ça me saoule trop. Je te comprends. Les astuces pour prier, moi, c'est surtout cabine d'essayage, escalier. Après, pareil, il faut se décorer je regarde des gens, salle de réunion et tout, mais cabine d'essayage, si tu peux, c'est le meilleur compromis pour moi. Ouais, voilà, on dirait on doit tous agir pareil, avoir le même rythme de vie et tout, et ça, c'est pareil pour le mariage, pour tout, en fait. Tu peux demander si tu peux prier sur place, ça dépend. Ça dépend de ta proximité avec ton manager et tout. Mais essaye de voir si t'as pas d'autres solutions avant. Parce que tu peux vite être catalogué et tout. Et peut-être que ça va encore plus te stresser ensuite de dire non pour aller manger avec eux, etc. etc. Parce qu'en fait, tu vas te dire, déjà ils savent que je suis musulmane, que je prie, que ci, que ça. Ça peut stresser. Moi je suis timide, ça peut stresser. Si tu retires l'importance que tu octroies à ces gens, tout passe. Ouais, totalement. Bah c'est ça. Dans ce milieu, il y a trop le culte de l'effort et du héros qui galère plus plus. Ah mais grave, c'est trop. Je connais des dentistes qui travaillent 80 heures par semaine et ils gagnent 15 000 € par mois. Mais c'est des fous. C'est des fous. Enfin bref. Du coup, c'est ça. Pour moi, même si c'est une passion, on profite ni des fleurs, ni du soleil, ni de ses amis. C'est déséquilibré de ouf. Moi, mon témoignage, c'est que dans mon parcours, et ça c'est souvent dans les familles, soit classe bourgeoise très élitiste qui pousse à faire des trucs, voilà, soit dans les familles racisées, immigrées, où on va vous pousser à, aux études, aux études, aux études, sans vous questionner. Donc en gros, moi c'est ça, c'est j'étais très très bonne élève, mes parents ils comptaient beaucoup sur moi, et jamais, c'est logique et je l'en veux pas, ça a bugué je crois, jamais on s'est interrogé sur, enfin moi en tout cas je me suis jamais interrogée sur mes rêves, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, avec... ça bug. Pourquoi ça bug? Attendez.
Ça a pris du temps à revenir. Dites-moi si vous me voyez encore et si c'est bon. Ah ok, quand ça bug, vous m'entendez et vous me voyez pas. Ah ça c'est super drôle, c'est-à-dire je peux continuer à parler. Trop 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 drôle. Donc bref, donc du coup moi je m'interroge pas sur mes rêves, je m'interroge sur rien. J'ai les contraintes de il faut réussir, il faut faire le truc le plus élitiste possible, etc. Donc moi on attendait beaucoup de moi, mes parents ils attendaient beaucoup de moi. Et j'ai fait la voie classique d'une personne voilà, qui réussit bien à l'école, etc. Et d'ailleurs, je trouve ça super dur de concilier, parce que nous, en plus, on est des... Enfin, moi, je suis une femme, je dis nous, mais je suis une femme, je suis musulmane, je suis racisée, etc. Donc, il faut concilier un triangle, quand tu choisis tes études, qui est marché de l'emploi, donc là où il y aura du taf, entre guillemets argent, pour voilà, ne pas avoir à se soucier de l'argent, et là où on pourra trouver du travail en tant que nous, femmes, etc., etc. En tout cas, moi, c'était la pression que j'avais. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont moins ce rapport à l'argent, moins ce rapport au marché de l'emploi, ils vont faire de la sociologie, de la recherche, etc. Mais c'est pas, en tout cas, moi, ce qu'on a nourri chez moi. Non, ma mère, le seul truc qui lui importait, c'était Anya, il faut que tu sois bien. Il faut pas que tu sois comme nous. En gros, il faut que quand tu te lèves le matin, tu te soucies pas de l'argent. Donc forcément, en fait, c'est ça que tu as en tête. Tu te dis, ok. Et puis de toute façon, c'est des traumatismes. Quand tu as connu la Hesse, bien sûr que tu n'as plus envie d'être en Hesse. C'est complètement normal, en fait. Faut pas dire, ouais, elle aime la dounia, je sais pas quoi. Non, c'est juste qu'on veut pas avoir à se soucier de ça. Et donc, on va vers des trucs qui vont dans ce sens. Et l'exemple le plus parlant dans mon parcours, c'est que quand j'ai dû choisir ma spécialité de master, j'avais le choix entre deux masters. Il y avait le master dans mon école de commerce, entrepreneuriat et innovation, qui m'intéressait grave. Le stage, c'était pas un stage de fin d'études, c'était 6 mois où tu crées ta start-up et tout, ça me correspond de ouf. Et il y avait un autre master qui était ingénierie en système d'info, ne vous inquiétez pas si ça vous parle pas, mais voilà, c'était pour rentrer dans la vie active directement, faire du conseil, etc. etc. Donc en gros, c'était la voie classique de quelqu'un qui a fait une école de commerce, qui va avoir un taf, etc. Et du coup, moi j'ai choisi le second, parce que j'avais peur de prendre des risques, j'avais peur, etc. Et aujourd'hui, je regrette de ouf, parce que j'aurais kiffé en fait faire le master qui collait à ma personnalité. Donc horrible. Ensuite, je commence à travailler. Et il faut savoir que j'ai été diplômée en 2019 et en 2020, 2021, 22, 23. En 4 ans, j'ai changé 5 fois de taf et j'ai travaillé dans 3 pays différents. Alors que les gens qui ont été diplômés en même temps que moi, ils sont toujours dans le même taf, la plupart. Ils ont gravi les échelons, etc. C'est pour vous dire à quel point il y a des gens qui peuvent être dans cette matrice et rentrer dedans, et même s'ils s'en plaignent, voilà. Moi, personnellement, je peux pas. C'était plus fort que moi. À chaque fois, j'étais dans un taf, ça me lassait, et je me disais, il y aura mieux ailleurs et tout, donc voilà, j'essayais, et hop, je repartais tout. Horrible. Et surtout, ça revient aussi à ce qu'on disait au tout début par rapport à cette pression. Vous savez que dès que je m'arrête de travailler, mais il y a mille et une questions des gens. Dès que je croise quelqu'un, il me dit tu fais quoi? Je leur dis bah rien, en gros je profite de la vie et tout. Ils sont apeurés à ma place. Mais comment tu vis? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? En fait, comme si déjà le diplôme et un travail, c'était la seule forme d'élévation intellectuelle ou la seule forme de choses qu'on pouvait faire dans notre journée. Déjà, moi, ça me va très bien d'aller manger une pâtisserie, de boire un café, de rentrer, de lire, déjà. Mais il y a plein d'autres projets possibles qui sont pas explicables. Voilà, je sais pas, je passe des appels, j'ai des petits à s'orienter. Bah voilà, je te réponds ça. Et ils sont apeurés. Ouais, mais comment tu fais pour vivre? Comment tu cotises pour ta retraite? Ton assurance vie, tes trucs? On a 25 ans. On a 25 ans. Moi, je peux pas m'interroger sur tout ça à 25 ans, en fait. Je peux pas vivre avec toute cette angoisse de la vie sur mes épaules. C'est pas possible, franchement. Et, euh, et c'est ça. Et même sans ça, c'est compréhensible, comme on disait, par rapport à l'argent, par rapport à voilà, le fait d'être bien et de pas trop se soucier de ces problèmes-là. Mais même, c'est trop, en fait. Vraiment, quand je fais rien, j'ai l'impression que les gens ils me voient comme une folle. Quand je prends des pauses entre mes tafs, ils me voient comme quelqu'un de... Je sais pas, en fait. D'un coup, le statut social, il disparaît. Je deviens juste Anya qui, voilà. Alors que quand ils me disent, ah, tu fais quoi? Et je dis, ouais, je fais ci, je fais ça et tout. Ils sont en mode, ah, trop bien et tout, mais il y a rien de bien. Et ça rejoint d'ailleurs un de mes talks qui va être sur le fantasme de l'expatriation. Parce que c'est ça. Alors là, quand tu mets taf plus
autre pays pour, ça y est, moi quand je disais je suis ingénieur, chef de projet IT à Dubaï, blablabla, alors les gens ils sont, alors que c'est trop nul ce que je fais. C'est ça le pire, parce que oui, dans mon expérience, il y a ça. Il y a le fait que, euh, en fait, l'essentiel du travail intellectuel tel qu'il est conçu dans le cadre de l'entreprise, il n'est pas stimulant pour l'esprit. On dirait une division fordiste du travail, donc comme des ouvriers, mais intellectuels. Donc clairement, ça exige l'oblitération, je sais pas si on connaît tous ce mot, mais l'oblitération de l'intelligence du salarié, vraiment la privation, l'aliénation. Et moi, je le sens, mais plus, ce ramollissement du cerveau. Et c'est ce qui me dérange le plus. Quand je travaille, je finis ma semaine, j'ai l'impression d'avoir baissé de 4% de QI, mais par semaine en fait. Tellement c'est horrible à quel point ça stimule pas en fait. Et là, je vous parle de mon expérience, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus de 50% de bullshit job dans le monde, hein. 75% de bureaucratie. Le bullshit job, on pourra définir après, mais voilà, c'est des. C'est. Je sais plus si c'est un philosophe ou je. Enfin bref, qui a théorisé ce mot-là. En gros, c'est un taf qui a pas de sens, qui est inutile. Où, voilà, il n'y a aucun réel intérêt pour la société et il n'y a pas de réel intérêt dans ce qu'on fait. Et c'est ça que je disais sur Insta l'autre jour, et ça avait fait grave réagir, où j'étais au taf, et je me disais à 18h, déjà 18h c'est tôt, je ferme mon ordinateur, et à ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis là, t'avais une to-do à 8h, j'arrive, je fais ma to-do du jour et tout, on galère, j'appelle des gens, on fait des calls, on fait des mails et tout. Moi, je suis pas stressée, hein. J'ai ma théorie de l'urgence. Quand mes collègues ils me disent ouais, c'est urgent, moi et tous mes potes et tout, quand ils me disent ouais, je dois faire ça, c'est le rush, c'est urgent, théorie de l'urgence. Tu ne travailles pas aux urgences, tu ne travailles pas à l'hôpital, rien n'est urgent. À partir de là, rien n'est urgent dans nos tafs de bureau. Il n'y a personne qui va mourir si tu oublies d'envoyer un mail, il n'y a personne qui va tomber malade si tu oublies de faire un truc à 18h ou si tu le fais pas et tout. Non, tout peut attendre le lendemain, à part quelqu'un qui va mourir. C'est tout. Il y a tout simple. En fait, c'est les gens ils sont complètement fous à mon travail et dans tous les tafs que j'ai fait. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, ils sont stressés pour des trucs. Enfin, le monde il va pas s'arrêter de tourner. Et c'est pour ça aussi que ça me ramollit le cerveau parce que en fait je vois pas comment, c'est vraiment, je leur parle à mes collègues et je me dis comment ils arrivent à stresser pour des choses qui n'ont aucun sens. Donc bref, je reprends ma to-do, je fais ma to-do 18h, je fais mon ordi et je me dis ok, là tout ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a cassé la tête, pris du temps, pris de l'énergie, etc., c'était rien qui fait avancer ma vie. En gros, ça a fait avancer l'entreprise pour laquelle je travaille, le projet dans lequel je travaille, mais moi, à 18h, quand je ferme tout ce que j'ai fait, il n'y a rien en fait. Genre, c'est du vent, il n'y a aucune plus-value pour ma vie à moi. Et c'est un truc de fou de se dire ça. C'est pour ça que moi, je pense vraiment vers tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est mes projets et tout, parce que, en gros, je me dis ça, au moins, ça me fait avancer. Et le problème, c'est que j'ai plein d'idées, plein de choses, mais à 18h, c'est là que ma to-do perso, elle commence. C'est pas possible, ça fait que je dors à 3h du matin, que je fais mes trucs et tout, on peut pas avancer comme ça. Donc ça, c'est pas possible. Maintenant, ce que je disais aussi, c'est, on peut se dire, il y a deux trucs. Soit ton taf, il est utile, et dans ce cas-là, oui, à 18h, tu pars du taf, mais tu te dis, j'ai fait des choses. En fait, bien sûr, j'ai fait des trucs. Je sais pas, si je suis prof, bah oui, là, j'ai aidé des gens. Enfin voilà, et sur ça, il n'y a aucun problème. Soit ton taf, il te fait gagner en compétences. Et parce que voilà, tu kiffes ça, tu gagnes en compétences, je sais pas, tu fais du marketing digital, tu fais du design, tu kiffes, hop, t'apprends un nouveau truc sur Photoshop, machin et tout, tu gagnes en compétences. Sauf que la plupart de nos tafs de bureau, et ben comme je disais, c'est des bullshit jobs, tu fais rien. Moi, on m'a déjà appelé à 19h30 pour me dire, ouais, euh, il faut il faut enlever tous les points des puces parce que dans la charte graphique du projet, il n'y a pas de points à la fin des puces. Et on a passé 20 minutes en call, en partage d'écran, à enlever les points des puces. À partir de là, je suis désolée, mais en fait non. Moi, je peux pas faire ça. Et donc là, on est vraiment dans le truc où ni t'augmentes en compétences, ni t'as de plus-value dans ta vie. Et en plus de ça, même dans le projet, même pour l'entreprise, moi quand je fais ça, je me dis clairement, je suis payée à rien faire. Je suis payée à rien. Même pour eux, j'apporte aucune plus-value à leur projet en fait. C'est la bureaucratie pure et dure. C'est on prend notre temps. Et d'ailleurs, dans le cabinet de conseil, bah, en fait, c'est trop bankable pour eux parce que plus ils chargent aux clients des consultants, plus ils gagnent de l'argent. Donc ils n'ont rien à faire qu'on soit là pour changer des points, des trucs et tout. Mais c'est trop incroyable. Et là, bah, pour moi, on peut s'interroger sur la pertinence des diplômes parce que c'est un critère de recrutement, les diplômes, les études universitaires.
Mais pour moi, ça prépare. Mais malheureusement, on ne peut pas s'en passer, hein. Je suis la première à pousser aux études. Mon association que j'ai créée, bah, elle est complètement dans ce délire et tout. Bien sûr, il y a études et études, on n'est pas obligé de tous faire des filières universitaires. Il y a du manuel, il y a de l'artistique, etc. Mais les études universitaires, ça prépare à une méthode. Ça prépare vraiment à une dissociation entre la réalité et les représentations officielles. C'est vraiment un truc de ouf. Et ça valide et ça récompense une seule chose, l'autodiscipline. Ça valide et récompense à respecter les délais, à travailler selon une consigne, et c'est tout. Et c'est exactement ce qu'on va vous faire faire en entreprise. Donc en gros, depuis les diplômes et les études universitaires de base, on est aliéné. Aliénation égale privation de votre liberté. Et c'est clairement ça en fait. On vous prépare juste à répondre aux injonctions de la société. Et si vous réussissez ça, et ben en entretien ou pour une entreprise, on va vous dire ok, donc tu es apte à venir dans ton entreprise, à te priver de ta liberté, à répondre à nos exigences, et c'est tout. Donc voilà, et on a énormément de cadres qui se reconvertissent. Je vois une question là, t'en penses quoi de la reconversion pro dans ce cas? Ça peut être une solution. Alors oui, ça peut être une solution. Moi, ce que je vous ai pas expliqué, c'est à chaque fois entre mes tafs, justement, je me pose et je me dis, ok, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour être épanoui? Et donc j'essaye de capitaliser sur mes skills, sur mes compétences passées, parce qu'il ne faut pas tout balayer pour moi, sinon bah tu perds, en fait tu perds, tu as des compétences, tu les as acquises, donc je me dis voilà, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, et qu'est-ce qui te fait envie. J'ai même vu des conseillers en réorientation pro pour ça, il y en a d'ailleurs au QJ Jeune, pour les gens de Paris, au QJ Jeune, c'est vers le Louvre, il y a des conseillers en réorientation pro, j'en ai vu et tout, et ça m'a grave servi, j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas que les tafs que je faisais, il y en avait d'autres, et qu'il fallait que je teste. Donc j'ai testé plusieurs choses et tout, il y a des choses qui me parlaient. Donc il y a des reconversions possibles dans ton propre domaine déjà, mais il faut juste réussir à trouver, à voir comment on peut capitaliser sur ce qu'on a déjà pour aller vers quelque chose qui n'est pas complètement différent et tout. Maintenant, tu peux aussi tout balayer. Mais là, il y a des trucs, moi je vois des trucs parfois, je lis des reconversions sur un site, c'est les EcoStart, mais j'ai trop rigolé carrément. J'ai trop rigolé, il y a des banquiers qui se reconvertissent en vendeurs de madeleine, en maraîchers, en vendeuses d'algues, des banquiers, enfin des trucs trop drôles. Et il y avait un mec dans un talk TEDx qui disait un truc, et là je vous pose la question, moi je sais pas. Il disait en gros, par exemple, un excellent banquier, un mec qui a fait des formations, il a 20 ans de métier, il est trop chaud, etc., etc., il se reconvertit en maraîcher. Mais c'est un mauvais maraîcher. Pour lui, pour son épanouissement personnel, c'est bien, peut-être qu'il va être plus heureux. Mais d'un point de vue de l'intérêt commun, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? On a perdu un excellent banquier pour avoir un mauvais maraîcher. Est-ce que économiquement et socialement c'est bien? Après ça, c'est des trucs économiques, sociologiques et tout. Donc égoïstement, il est épanoui. Mais voilà. Donc ça, c'est une bonne question. Attendez, je vais aller entrepreneuriat, projet créatif. De toute façon, bon, vous m'entendez même s'il n'y a pas la caméra, donc voilà. Il faut investir du temps pour investir dans les fondations et tout. Ouais, grave. Mais le problème, c'est ça, c'est le temps, c'est le rythme et tout. C'est ça le problème. Comment le travail prend une grande partie de nos vies? Ouais, c'est ça le sujet. Le pire, c'est qu'ils sont épanouis, ouais. Cette année, je suis devenue ingénieure en aéro. Une grosse boîte française, j'ai envie de tout arrêter, de vivre à la ferme. Moi aussi, je me dis ça tout le temps. J'ai envie d'aller en Kabylie, vivre dans ma montagne, dans ma maison. Mais bon, après, c'est pas vrai, parce que je suis une citadine, j'aime beaucoup les projets et tout. C'est juste l'entreprise qui. Ça bug beaucoup là. C'est juste l'entreprise qui me plaît pas, moi perso. Donc je pense qu'il y a ça aussi pour la réorientation, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est votre taf que vous aimez pas? Est-ce que c'est le sens que vous aimez pas? Est-ce que c'est les conditions? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est tout le sujet, tout le truc, etc. ou pas? Là, il y a plein de questions à se poser. En fait, faut vraiment se poser et se dire, ouais, c'est quoi exactement? Moi, je vous en parlerai dans un autre talk qui est sur l'entrepreneuriat, de comment un petit peu je gère mes projets, euh, comment je suis en train de faire un virage un petit peu là, et comment j'ai réfléchi à ça, comment j'ai tout listé ce que je pouvais faire, comment vraiment je me suis posée, et je conseille à tous les gens qui veulent faire ça de se poser et de faire un 360 de tout, de ce qu'on a, de ce qu'on peut faire, de barrer petit à petit ce qui finalement ne nous convient pas, ce qui correspond pas à nos trucs, etc., à nos critères et tout. Je suis chef de projet, ouais, moi je suis chef de projet IT. Il y a le concept de l'ikigai. Je vois, ouais, très, très intéressant ça. Et très intéressant, mais je pense à ajouter à plein d'autres critères. Parce que par exemple,
en a qui s'en fichent un peu d'être utiles et ça va pas forcément les épanouir plus que ça. Donc s'ils font un truc qui kiffent, qui leur apporte un peu de sous et tout et qui sont pas utiles, bah ils vont être aussi heureux. Donc c'est super intéressant, ouais, de ouf. Nanani, nanana. Si vous connaissez pas, c'est comment allier ce qu'on aime, ce qui est utile, ouais, ce pourquoi on est doué et ce pourquoi on peut gagner de l'argent, exactement. Je suis consultante IT et je déteste, j'aime beaucoup l'IT, mais je hais le salarié. C'est exactement ça. C'est ça le truc, c'est que moi, de base, les enjeux IT, la technologie, tous les enjeux qui touchent à ça, je kiffe. J'aime regarder des talks sur ça, j'aime m'intéresser à ça, j'aime lire des trucs sur ça. Mais dans le monde de l'entreprise, ça n'a rien à voir. Comme je vous disais, c'est une division fordiste du travail. Donc tu vas rien faire en lien avec l'IT pur. Donc voilà. J'aurais aimé faire quoi le chef de projet IT Bah je sais même pas en fait. Sinon je le ferais. Si je pouvais faire la chose que je sais que j'aime, je le ferais. Moi je pense que j'ai besoin de gérer plein de projets à la fois. J'aime écrire des livres, j'aime gérer mes projets entrepreneuriaux, j'ai envie de créer des entreprises, j'ai envie de continuer la création de contenu, j'ai envie de continuer ma présidence d'association et d'être active dans ça. J'aime être sur plein de fronts en fait. Et, euh, et voilà, après, bah oui, j'aimerais être prof d'économie, chercheuse en astrophysique, mais bon. Donc ouais. Pour les podcasts renseignés sur l'IT, le mieux pour moi, c'est les talks TEDx. Sarah, ouais, c'est ça, c'est exactement ce dont on parlait. C'est totalement ça. Et le problème, c'est que plus on se brime, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais au travail, plus on est sous-stimulé, plus ça nous intéresse pas et plus on bâcle. Et je trouve que c'est complètement incohérent avec ce que nous demande d'ailleurs l'islam, qui est la recherche de l'excellence dans tout. Et moi, des fois, quand je suis au taf, je bâcle tellement ce que je fais, j'en ai tellement rien à faire. Je fais tellement le passager clandestin. Et je me dis, mais c'est pas ce que ma religion m'enseigne, mais en même temps, je peux vraiment pas faire autrement, tellement c'est dégradant pour mon cœur et mon cerveau et tout. Et du coup, c'est horrible parce que je me dis, vraiment, je me lève tous les matins et quand je taffe, je me dis, mais Ania, tu vaux mieux que ça. T'as des capacités, vraiment sur. J'essaye, vous voyez, la self-esteem, c'est super important, c'est pas de l'orgueil. Je me dis, t'es intelligente, t'as des capacités, tu peux faire des belles choses, tu peux faire des grandes choses à ton échelle. Mais qu'est-ce que tu fais à mettre des virgules sur tes slides et à gérer des trucs qui t'intéressent pas et que tu bâcles et tout. Donc franchement, c'est trop relou. Et, euh, et voilà, et c'est clairement des bullshit jobs, je vous disais tout à l'heure, qu'on peut en reparler, mais c'est ça. Il y avait le philosophe Alain Delon qui disait les boulots à la con, donc les bullshit jobs, ils sont souvent entourés d'honneur et de prestige, ils sont respectés, ils sont bien rémunérés, mais pourtant, c'est des trucs où on n'a rien accompli. Et on sait hein, que nous, tout est construit sur un mensonge. Donc c'est trop drôle qu'on soit en entretien ou qu'on parle avec les gens. On est en mode ouais, ah, je fais ci, je fais ça. Et je vous jure, c'est trop facile d'enjoliver ce qu'on fait. Oui, j'ai géré ci, j'ai géré ça. Moi, quand on me rend compte, voilà, en entretien, bien sûr, ce que les gens, moi je leur dis, hein, tout ça c'est du bullshit justement. En entretien, je vais dire oui, j'ai géré tout l'IT de la région Moyen-Orient à Dubaï, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais honnêtement, moi, au fond de moi, je sais que j'ai fait mais que des trucs inutiles, que. Et voilà, et pourtant, c'est ces gens-là, les consultants, les ingénieurs, les trucs et tout. Voilà, ils ont de l'honneur, ils ont du prestige, ils ont ci, ils ont ça, ils sont bien rémunérés, mais ils servent à rien pour beaucoup, hein, voilà. Et c'est horrible, et pour autant, les gens qui sont utiles, ils ont des conditions dégradantes. Et, euh, et voilà, donc c'est dommage, parce que la société moderne, pour le coup, elle repose vraiment sur l'aliénation des travailleurs, de tous les travailleurs, mais de bureaux. C'est encore plus horrible parce qu'on est amené à dédier nos vies à des tâches inutiles. Au moins, je sais pas, un ouvrier, il voit la réalisation concrète de son travail, nous déjà, on voit rien. Mais ça permet de maintenir l'emploi. Et il faut savoir que là, il y a beaucoup d'économistes qui disent, c'est eux qui influencent le gouvernement sur plein de choses, qui disent que c'est mieux le plein emploi que le non plein emploi, même si les emplois ils sont inutiles. Et ça rejoint ce que je disais au début, qui est que les capitalistes, donc ceux qui détiennent les moyens de production et le capital, ils n'ont pas envie de te payer pour un truc que pour un emploi du temps où tu vas être là la moitié de la semaine. Alors que clairement, moi, ce que je fais, mon travail, il pourrait me prendre 2 jours. Avec mes capacités intellectuelles, avec le peu que ça demande de travail, ça pourrait me prendre 2 jours. Mais je dois être là du lundi au vendredi à faire des réunions. Et il y a ça aussi qui est horrible dans les métiers de bureau, pour ceux qui ne savent pas.
Mais c'est toutes les instances qu'on a mis en place, la comitologie, c'est-à-dire les réunions, les procédures à outrance, les réunions pour rien, les plannings, on doit tout planifier quand on est chef de projet, on doit faire des gantes, on doit faire des plannings, on doit dire à telle heure on va faire ça, telle tâche et tout. Et c'est un truc de ouf parce qu'en gros on passe plus de temps à planifier, à rendre compte de ce qu'on fait, à dire voilà ça c'est ça, etc. que à travailler. Il y a les validations qui sont multipliées. Avant on avait un N+1, maintenant on a des N+10 et tout. On fait de la documentation plus. On doit tout documenter. Ça sert à rien. Il n'y a personne qui va lire. Il n'y a personne qui va lire. Mais voilà, le nombre de fois où on m'a dit de faire des slides pour tel truc, on les a retravaillés, mais je vous jure, pendant des heures en réunion, pour qu'au final, à la réunion, on les calcule une seconde. En fait, on s'en fiche complètement. C'est pas intéressant et tout. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que, en gros, vraiment, notre travail, il pourrait prendre 2 jours. Mais comme on a des réunions, des trucs, des c'est un truc de ouf. Bah voilà, vous êtes tous d'accord, les réunions, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, franchement, c'est des procédures à outrance et c'est horrible. Et je pense que j'avais vu ça dans le documentaire Arte Bullshit Job et, euh, et il parlait de ça aussi. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est drôle, en fait, je suis pas folle. Enfin, voilà. Mais par contre, il y a un truc que je me demande trop. Et dans les interviews que je veux faire, j'aimerais interviewer un ou une manager. En fait, vous voyez, par exemple, je vois ma manager et je me demande si dans sa tête, elle pense comme moi. Mais je pense pas, parce qu'elle m'appelle à 19h30 pour enlever des points dans des slides. Donc, ça, c'est une bonne question. Ouais, la culture du vide. Totalement. Mais vraiment. Mais les réunions, c'est le pire, en fait. Ah, c'est trop, vous savez, là, je suis en train de vous parler, je suis en train de me dire, mais c'est quoi ce monde? C'est un truc de fou, là, j'ai des souvenirs de réunions, de trucs. Oh, et je me dis, mais voilà. Et c'est ça, bah, comme elle dit la dernière, attends, Wassaim les chats, c'est que c'est les gens qui font des études élitistes qu'on envoie faire ça. C'est un truc de ouf, c'est vraiment que, enfin, c'est n'importe quoi. C'est Ah oui, c'est ça, je pensais à ça, à la concentration. On disait, en gros, qu'on bâcle le travail quand il ne nous stimule pas. Donc déjà, on peut pas exceller, c'est impossible, mais il y a aussi la concentration. Et là, c'est pour ça qu'au travail, on met genre 6 heures à faire un truc qui en prendrait 30 minutes parce qu'on ne peut pas se concentrer sur un truc qui nous stimule pas, qui nous passionne pas et qui n'a pas de sens. Quand genre je fais des slides et qu'elles sont normales, elles sont bien, elles vont être vues 2 secondes, et qu'on me dit de refaire ci, de refaire ça et tout, bah je vous jure, je prends 4 heures à le faire. Alors que ça pourrait prendre 5 minutes. Et, et c'est horrible en fait. Enfin, c'est pas possible que ce soit autant chronophage. Ah bah voilà, je me bouffe mon âme. Et ben voilà que j'utilise souvent cette expression. Je dis que le travail, ça aspire mon âme. Et je le prends en mode transport. En gros, j'ai l'impression qu'on prend mon âme, on la met dans une machine à laver, on les sort, on la jette dans le RER A, on la ressort à la défense avec tout le monde, on la reprend, on la jette là, et c'est tout en fait. Ça fait qu'à 18h, en vrai, même quand je vous disais la to-do, perso, pro et tout, bah à la fin de la journée, même si t'as de l'énergie encore physique, mais qui a envie encore après de faire des choses? Mais mon âme, elle est épuisée. Toute l'énergie vitale, elle s'est dévitalisée en fait. C'est horrible. Et ma manager en fait, et tous mes collègues et tout, je leur en veux même pas. Parce que euh, dans le conseil, on cherche à satisfaire un client. Donc eux, je sais que ce qu'ils me font faire, c'est parce que les clients, ils leur prennent la tête sur les slides, sur les trucs et tout. Mais c'est horrible en fait. Les entreprises, elles cherchent que à satisfaire des actionnaires, enfin, c'est n'importe quoi. Quand on voit par exemple en pharmacie, les lobbies pharmaceutiques, ils cherchent à concevoir des médicaments pour des maladies imaginaires. On parlait de l'homéopathie, des placebos, etc. Mais pas pour des vrais malades. Tant que ça rapporte pas d'argent, ça les intéresse pas. Il y a des ingénieurs qui vont confectionner des matériaux qui sont destinés à se briser. Enfin, je vois des documentaires des fois, je me dis mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc retenez bien, hein, d'ailleurs quand vos collègues ils vous parlent théorie d'urgence, franchement, je leur dis pas, hein, mais dans ma tête quand on me dit il y a un truc qui est pressé, Agnès c'est urgent et tout, moi je me dis j'ai personne à sauver. Non. L'autre jour il y a ma collègue, elle devait aller à des funérailles la journée et du coup elle était off. Et elle a dit je vais quand même essayer de me connecter à la réunion. Et elle s'est vraiment connectée. À ce moment-là, vraiment, moi c'est un choc parce que bah c'est pas possible en fait. Donc en fait, c'est le problème, c'est ça, c'est que vous voyez là, nous on est en train de parler.
Donc je vois qu'il y a des gens comme moi, vous êtes là, vous êtes hop, on est un peu dans le même délire. Mais moi, quand je suis au travail, j'ai l'impression d'être dans une métaverse. Du coup, ça provoque trop de dysfonctionnement dans mon cerveau. Et à la fin de la journée, je suis trop triste parce que je me dis, non mais là, je suis trop seule en fait. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui, un jour off de deuil, viennent se connecter à une réunion où on sauve personne de la mort? C'est un truc de ouf. Et je pense aussi qu'il y a un gros décalage générationnel sur ça. Ce qui peut expliquer le fait que j'ai des collègues peut-être plus vieux ou nos parents et tout, qui pensent pas comme nous. C'est que, bah voilà, vous savez, les injonctions un peu traditionnelles de la famille, elles ont un peu moins de prise sur nous parce que pour beaucoup d'entre nous, on a fait nos propres choix, on a fait des sacrifices dans notre jeunesse, on a fait des études ou en tout cas on a beaucoup plus de choix, même sans études parce que on est né en France pour les familles immigrées et tout. Et du coup, nos parents, eux, leur seul problème en vrai c'était de survivre. Pour eux, il n'y avait pas toutes ces questions-là de bien-être, de rêve, etc. Eux, leur vie c'était on doit survivre, là, faut, en fait, on vient dans un nouveau pays, ce qui compte c'est qu'on taffe et c'est tout. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de réorientation, de questionnement, etc. Et la crise, par exemple, du Covid, elle a poussé mais trop de gens à se réorienter parce que justement, il y avait tellement de temps pour réfléchir et se poser, et ben que les gens, ils ont commencé à se réveiller. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a une expression en anglais, je crois que c'est le big, le big quiet ou le big quit, je sais pas comment on dit, genre quand on démissionne en anglais, mais en gros, le taux à la sortie du Covid, du confinement et tout, il a augmenté en flèche multiplié par 4 aux États-Unis. Et voilà. Après, le problème, c'est que pour beaucoup, on est encore conditionné dans les prismes de nos parents. On nous a appris à faire comme eux. Eux, ils ont grandi aussi. Quieting, ok? Moi, j'invente n'importe quoi comme expression. Mais ouais, voilà, c'est ça. Voilà, bah c'est ça, je pense, dont vous parlez. Et c'est un truc de fou, en fait, parce que dès qu'en fait, on prend du temps pour nous et qu'on n'est plus dans cette spirale-là, en tout cas en présentiel avec nos collègues, nos trucs, etc., bah, on prend le temps de se réinterroger, déjà de un. Et il y avait quelqu'un là qui parlait de la spiritualité, et je trouve que c'est vraiment, vraiment d'accord. Bah ça rejoint la crise du monde moderne de René Guénon, ça rejoint le souffle de l'esprit de Sofiane Méziani et tout, qui est qu'il y a une crise spirituelle dans le monde, et je pense que bah, notre âme, vous le savez, elle a été créée selon une fitra, selon une nature saine, elle a besoin de spiritualité et elle peut en fait trop apaiser tous les pans de notre vie. Et quand le travail et toute notre vie quotidienne, elle est liée à la spiritualité, forcément, il y a plein de choses qu'on va trouver bizarres et il y a plein de choses qu'on va rejeter et qui, à terme, avec un gros travail sur nous-mêmes, peut nous épanouir en faisant les bons choix, etc. Donc, donc totalement. Le téléphone qui sonne pendant la pause déjeuner, ouais, moi je réponds pas. Bah oui, on finit par démissionner. Moi j'ai démissionné 5 fois de mon travail, ça me dérange absolument pas, hein. Les gens ils sont choqués, ils disent ah ouais et tout. T'as pas peur des trous dans ton CV, t'as pas peur aux entretiens de devoir justifier. Non mais je m'en fiche moi en fait. Il y a un truc qui me plaît pas, j'arrête. Ça par contre c'est un truc que moi je me suis toujours dit. Et justement j'ai fait des études pour ça, pour me dire moi j'ai rien à prouver à personne, je suis pas contente, je pars. Et voilà. Là d'ailleurs c'est ce que j'ai prévu de faire. Comme je vous disais, je ferai un autre Twitch sur l'entrepreneuriat et tout, pour vous parler un peu de tout ça et de comment j'ai réfléchi à plein de choses que je peux faire, pas faire et tout. Mais clairement, non. Là, quand j'étais revenue du Canada, je travaillais plus. J'ai pu travailler pendant, je crois, 4 5 mois et j'étais déterre. Je me suis dit, non, là, tu vas faire ce que t'aimes et tout. Et je sais pas pourquoi, je me suis endormie et j'ai repostulé dans des tafs que j'aimais pas et je me suis remis dedans. Et quand j'ai commencé, je vous jure, dès le premier jour, il n'y a pas de tabou ici, moi j'ai pleuré. Le premier jour, j'ai pleuré et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Mais cousine, t'es folle en fait. Là, tu t'es surcotée. Je sais pas, t'es allée dans quel. Je sais pas. Et pareil, hein, il y a beaucoup d'injections sociales. Je vous jure que des fois, j'ai envie de continuer ma carrière juste pour les injonctions sociales. Genre en gros, j'ai un côté un peu carriériste pour, voilà, quand on me dit tu fais quoi dans la vie, ouais je fais ci, je fais ça et tout. Et c'est vraiment un côté, un vieux côté de moi, un petit côté. Mais des fois, ouais, et je pense que c'est là, je me suis endormie, je me suis dit allez, t'as un diplôme, tu vas continuer à faire ça, tu vas être consultant senior. Et genre c'est trop drôle en fait parce que ça a tellement aucun sens. Donc voilà. Mais
les horaires qui servent à rien, comme t'as dit, Anya, il me faut une journée pour tout boucler, mais faire du faux semblant. Mais c'est ça. Et encore maintenant, on peut faire du faux semblant en télétravail. Donc ça, mais ça a tellement changé notre vie. Mais avant, vous imaginez, il fallait faire du faux semblant en présentiel. Mais je vous jure, c'était horrible. Oh là là, trop horrible. Attendez, je vais lire vos commentaires pendant que la webcam elle se remet. En tout cas, vous m'entendez, hein, on est d'accord. Je connais des personnes qui ont négocié de travailler 2-3 jours en télétravail, ça permet de lever un peu le pied. Ah, mais moi je suis en full TT. Et déjà, vous imaginez, moi je peux pas aller au travail 5 jours. Même un jour, même 2 jours. Vraiment, je vous dis, là, dans ma mission, je l'expliquais à Sarah Hôtel en plus cette semaine, euh, il me proposait des trucs avec 3 jours en présentiel, j'ai refusé 8 fois. Et quand on m'a proposé un jour en présentiel, j'ai accepté. Et ça fait 4 mois et je pense que j'ai dû y aller 3 ou 4 fois. J'esquive de ouf à chaque fois. Vraiment, moi je peux pas faire 2 heures de transport dans la jungle parisienne et tout, alors que ça sert à rien. Je vous jure, mes collègues, je les vois même pas, je mange pas avec eux, je les vois pas, je vais dans une cabine. euh, je vais dans une cabine où je parle en fait pour mes réunions, ça sert à rien. Donc voilà, quel pays a été le meilleur niveau taf? Franchement, aucun. Après, le meilleur en culture d'entreprise, c'est vraiment le Canada. Le Canada, par exemple, il n'y a pas besoin d'arrêt maladie si vous êtes malade. Vous dites juste que vous êtes malade. Mes collègues, à midi, ils disaient ouais, je vais à la pêche et je rattrape ce soir. Donc en gros, il y a une confiance de ouf. Et tant que vous faites votre taf, et ben là, il n'y a aucun problème. Donc c'était quand même cool au niveau culture de travail. Franchement, moi, j'ai kiffé. Dubaï, c'était le pire. Moi, Dubaï, on m'appelle à minuit, 2 heures du matin. C'est horrible. Franchement, c'est trop des charbonneurs là-bas. Il y a des Indiens, des Libanais, des Arabes et tout. Ils ont pas du tout la même culture que les Français, là, les syndicalistes qui travaillent pas après 18 heures. Donc voilà. Un soir, j'ai tellement angoissé d'aller au travail, tellement on me mettait trop de pression, je vivais trop de racisme. Ça m'a fait un déclic. Ils t'ont usé. Bah oui, mais c'est trop ça. Voilà, dès que ça va pas, je me mets en arrêt. Bah, moi aussi, c'était ça. C'était ça, en gros, dès que ça allait pas, je me mettais en arrêt. Bah là, cette semaine, je suis en arrêt. Mais franchement, bah, en fait, j'allais péter un plomb au travail. J'allais péter un plomb et moi, maintenant, je débride pas ma santé pour le travail, en fait. Mais le seul problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis, bah, à quoi ça sert de faire un taf qui te plaît pas, qui a pas de sens, le rythme il te saoule et où tu vas poser un arrêt maladie tous les mois en fait. Ça sert à quoi? Autant, je me dis, j'ai 26 ans, c'est maintenant que jamais en fait. Ce sera pas à 40 ans. Je sais que, bah, vous avez bien vu, la plupart des gens qui ont des représentations, on dit, ouais, la crise de la quarantaine, c'est normal parce que la vieillesse, elle arrive. On se dit, non, mais en fait, c'est maintenant que je dois m'écouter. Et moi, c'est tout de suite en fait. Je me dis, non, mais c'est tout de suite que je dois m'écouter, c'est pas dans 15 ans. Il y a le livre là des 5 regrets des personnes en fin de vie. Vous voyez, c'est une infirmière là qui travaillait en soins palliatifs et qui a parlé à une centaine de personnes qui allaient mourir. Et il me semble que. Attendez, je regarde. Ouais, le premier regret qui revenait pour quasi tout le monde, c'était j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Donc là, déjà, ça rejoint, mais sur tous les plans de notre vie, que ce soit nos amis, nos trucs, etc., écouter nos besoins. Donc ça, pas se conformer à ce qu'on attend de nous, vraiment vivez pour vous parce que en fait vous allez le regretter sur votre lit de mort. Et le deuxième c'est j'aurais aimé travailler moins dur. Et c'est clairement ça. On se retrouve avec des gens bah, qui vont mourir et qui regrettent de pas avoir vécu leur vie en fait. Donc donc ouais. C'est quoi qui te freine dans l'entrepreneuriat? Non, moi rien me freine. Ça me freine pas, c'est vraiment là, mais c'est mes projets futurs, c'est ça, ce que je suis en train de préparer et tout. Après, je vais pas mentir, pour moi, hein, si on veut du capital pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et ben malheureusement, on doit passer par ces tafs. Parce que bah, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Combien de gens je connais qui ont suivi leur rêve après leur diplôme et qui me disent ouais maintenant j'ai envie d'ouvrir tel truc, j'ai tel projet, tel rêve et tout. Et ils me disent mais j'ai pas encore l'argent. Donc ce qui est bien j'avoue c'est que dans nos tafs, en 4-5 ans, si tu économises bien, tu peux grave faire des sous et après tu peux faire ce que tu veux. Mais encore faut-il pouvoir serrer les dents pour le faire. Et donc là c'est vrai que ça peut être plus compliqué quoi. T'as pas de problème en prenant des arrêts maladie? Bah non, en fait, légalement, juridiquement, on a le droit de poser des maladies si on va pas bien, donc y a rien en fait. C'est quoi le titre du livre, s'il te plaît? C'est les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ouais, voilà, c'est ça, où trouver des belles idées pour commencer sans thune, et en gros, faire des petits projets qui te rapportent un peu d'argent, avec lesquels tu vas refaire d'autres projets, etc. etc. Donc voilà. Mais sinon, Alice, c'est ton droit de faire des arrêts maladie, donc ça, tu te prends pas la tête. Moi, tu te dis pas pourquoi,
tu dis pas comment, en fait, ton travail, il a rien à te demander. Ça veut dire je suis malade, point. Il n'y a pas à justifier de j'ai la gastro, j'ai ci, j'ai ça, non. Là, en plus, on parle de santé mentale, t'es en dépression, le travail t'aide pas. Donc, s'il t'aide pas, il va te faire couler. Donc voilà. Quel genre de projet? Bah, ça, on en parlera, je pense, dans un talk DG. Mais les genres de projets, ça va dépendre de toi. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai pris un carnet et à chaque fois, mais vraiment tous les 6 mois, je me pose, là, je sais pas si je l'ai ici, mais je prends un carnet et je note tout. Projet, possible, investissement, salariat, entrepreneuriat, tout ce qui est possible et imaginable en fait. Du coup, je conseillerais quoi à quelqu'un qui n'a pas encore goûté au monde du travail? Vraiment se poser, s'interroger sur ses passions, ses rêves, ce qui va nous épanouir, essayer de parler à un maximum de personnes qui travaillent pour avoir leur journée type, ce qu'ils font exactement et tout. Savoir qu'est-ce qui te motive, c'est quoi ton leitmotiv en fait dans ça, dans le travail. Enfin, il y a plein de choses. Mais globalement, vraiment mieux s'orienter et ouais, essayer de s'interroger, mais surtout s'intéresser à tout, avoir une vision 360 de tous les métiers qui existent dans le monde, parcourir LinkedIn en fond, en large, en travers. Sinon, Dubaï, hors travail, t'as bien aimé, confort, etc. Non, moi j'ai pas du tout aimé Dubaï et c'est dans ma liste de talks sur le fantasme de l'expatriation, notamment dans les pays musulmans. Franchement, Dubaï pour moi c'est une horreur, clairement. Je vous parlerai de ça plus en détail parce qu'en fait il y a tellement à dire que voilà. Tu penses que notre génération va changer les mentalités dans le monde du travail? Je pense pas dans le monde du travail parce que la plupart des gens qui se sentent mal dans le travail le quittent et soit passent par l'entrepreneuriat, soit créent des propres structures où ensuite ils vont embaucher des gens qui sont comme eux. Tu vois, par exemple, je vois Broken Abroad que Mae West elle a créé avec ses deux associés, bah, elle embauche des gens, des jeunes et tout, et je pense qu'ils ont le même mindset. Vous voyez, des fois, ils commencent à taffer à 17h et tout. En gros, voilà, il n'y a pas de rythme, tu fais ce que tu veux tant que tu fais ton taf, tout ça. Donc je pense que c'est soit, en fait, les jeunes, ils vont créer leur propre structure avec des gens qui leur ressemblent, soit ils vont aller faire leur propre projet, soit ils vont être malheureux au travail, et de toute façon, on ne peut pas changer l'entreprise, les grosses entreprises, on ne peut pas les changer. Donc ça va rien, en fait, pour moi, ils pourront pas changer, en tout cas le gros, parce que il y aura toujours des gens dans la matrice déjà, et il y aura toujours des gens pour faire semblant, porter un masque au taf, et même si tu voulais plus, bah en fait l'entreprise elle va dire ok, bah on va se passer de toi, on va prendre quelqu'un qui est dans la matrice, qui est dans ce délire, qui est matrixé, qui est un ouvrier, qui va faire ça, ça, ça. Et pour moi, ça va pas forcément changer. D'autant plus qu'on est toujours dans des propagandes un peu du gouvernement et tout. Tout à l'heure, je parlais des différentes générations et du décalage générationnel entre la génération de nos parents et nous. Vous voyez, nos parents, ils ont grandi un peu dans la génération Sarkozy, c'était le travailler plus pour gagner plus, toute la propagande qu'il y avait sur le crédit et le fantasme d'être propriétaire. Je pense que vos parents, ils vous le disent hein, à chaque fois que moi, mes parents, ils me parlent que de ça. Travailler pour acheter quelque chose, pour acheter une maison. Travailler pour acheter une maison. Il faut que tu sois propriétaire. À chaque fois, je leur dis, mais vous savez, en gros, c'est quoi la fin de ça? Enfin, pourquoi vous voulez qu'on soit propriétaire? Et en vrai, ils le savent même pas. C'est vraiment toute une propagande en fait qu'on leur a fait. Et à l'époque, la propagande de Sarkozy sur le crédit, elle était ouf. Il y avait des pubs pour ça et tout. Sur, en gros, vous pouvez avoir des crédits pour acheter une maison et tout. Et ça aussi, c'est dans la norme sociale du CDI et de la propriété, parce que si tu fais un crédit pour acheter une maison, tu es obligé d'avoir un CDI de 1 et tu as des menottes. Parce qu'en fait, le jour où tu vas arrêter ton CDI et tu n'as plus de salaire, tu peux pas payer tes mensualités. Donc horrible en fait. Et du coup, nos parents, ils ont quand même inculqué ça dans nos prismes, et il y a encore plein de jeunes qui sont matrixés par ça. Le nombre de jeunes qui me disent ouais, non mais maintenant le plus important c'est d'investir dans la pierre, c'est d'acheter son appart et tout. Et ils savent même pas pourquoi ils le disent, ils savent même pas à quoi ça sert, ils savent même pas genre ce que ça peut rapporter ou pas, etc. Par exemple, quand tu investis dans l'immobilier, mais en fait ça te rapporte rien. Et là, je peux développer de ouf. Le seul truc qui rapporte de vraiment beaucoup de cash flow, on va dire, dans tout ce qui est immobilier, c'est l'achat-revente. C'est vraiment l'achat, la rénovation, la revente et tout. Là, tu peux faire du x2, du x3, tout ça. Mais sinon, en résidence principale, clairement, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Après, c'est peut-être mon ressenti, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent se sentir et la propriété d'un employeur dans le CDI et attaché à un bien immobilier ou un truc et tout. J'ai des copines, moi, qui l'ont fait. Et elles, en fait, qu'à chaque fois que leur taf les saoule, je leur dis bah vas-y, change. Elles disent mais je peux pas. En gros, je peux pas ne pas avoir de taf parce que j'ai mes mensualités à régler et tout. Et je trouve que c'est une dinguerie en fait.
Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, pas écouter la société, même si c'est nos proches. Je vous ai dit, hein, moi quand j'arrête de travailler, tout le monde, même mes parents, alors qu'ils savent que je peux faire ce que je veux, que j'ai pas besoin de travailler tout le temps et tout, que voilà, pour le coup, alhamdoulilah, j'ai une situation qui me permet de pas le faire. Et pourtant, ils sont apeurés, ils me disent, mais alors tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Là, vraiment, on me demande tout le temps. Dès que je parle plus trop du travail, enfin en gros, parce que moi je vais bientôt démissionner et tout, et que j'en parle plus trop, bah mes parents ils me disent, ah c'est bon, du coup tu restes et tout. Je leur dis, non, je reste pas, je vais aller faire mes trucs et tout, c'est maintenant. Et en fait, c'est ça. Ça leur. Je sais pas, ils sont un peu matrixés. Alors attendez, je dis ce que vous dites, parce que ça a l'air super intéressant. Ouais, pour celle qui doit aller prier, bah allez-y, go. De toute façon, ça sera en rediffusion 7 jours sur Twitch. En soi, être proprio, ça sert à rien. Par contre, être entière, ça a l'air pas mal. Ouais, être proprio. En fait, c'est juste. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est démesuré par rapport à la place que ça prend dans les normes sociales. Après, on peut complètement acheter un bien sans faire de crédit, hein, donc voilà. Est-ce que je fais toujours des créneaux pour l'orientation? Ouais, mais il y a trop de demandes. J'arrive pas à tous les prendre. Anya, je suis totalement d'accord avec toi sur l'investissement immobilier. Je pense qu'il y a certes un fantasme autour de ça, mais il y a un aspect sécure. Mais pas au début de nos vies, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair qu'au début de nos vies, t'imagines, genre, t'économises là 7-8 ans et tu mets tout dans un appart ou une maison et tout qui va se dévaloriser avec le temps, où tu auras 1 million de taxes, de trucs, de machins à payer et tout, pour être rentable. Mais alors ça va prendre du temps, même si tu le mets en loc et tout. Mensualité égale loyer aussi, est-ce que ça revient pas au même? Bah ça dépend. En vrai, ça dépend à quel point tu veux être attaché à quelque chose. En gros, par exemple, si on achète sans crédit, pour moi, donc du coup tu vas économiser un peu toute ta vie, enfin toute ta vie, tu vas économiser pendant un certain nombre d'années pour acheter un truc. Donc tu vas mettre toutes tes économies dans ce truc. Et en fait, ces économies-là, elles auraient pu servir pour moi à faire des projets beaucoup plus importants et lucratifs qui t'auraient rapporté beaucoup plus. Donc en gros, ça sert pas à rien. Bien sûr que ça peut mettre bien sur le long terme et tu peux avoir des économies au niveau du loyer sur le long terme et tout. Mais je trouve qu'en termes d'investissement avec l'argent que tu as, il y a des trucs beaucoup plus lucratifs qui pourraient te permettre à terme d'acheter des biens de manière beaucoup plus facile en fait. Parce que si tu mets 9 ans d'économie dans une maison, c'est un truc de ouf. Enfin, moi déjà, j'arriverai jamais à le faire en fait. Investir dans l'immobilier à l'étranger, ouais, on peut acheter et revendre plus facilement parce qu'il y a des pays où c'est beaucoup moins cher. Donc ouais. Hein. Ouais, ça permet de faire perpétuer la richesse dans certaines familles, mais vous avez capté, moi j'arrive déjà pas à penser à la retraite. Et c'est un truc, enfin moi je comprends pas comment à 25 ans on peut penser à la retraite. Donc franchement, penser à la perpétuation de ma famille, désolée, mais moi j'arrive pas. Hein. Je suis partie de France pour travailler en Suisse, mais je sais pas si c'est mieux. Moi j'aimerais trop travailler en Suisse, donc c'est à toi de nous donner ton feedback. J'aime bien la Suisse, ça a l'air cool au niveau nature et tout. Après j'ai l'impression que c'est un pays de charbonneurs, donc ça me fait un peu peur. Donc ouais, c'est ça. Après, bien sûr, ce que je dis, ça engage que moi. Et c'est par rapport à mon expérience. Il y a des femmes, par exemple, que le travail a émancipé de ouf, parce qu'elles étaient grave dépendantes de leur mari. Et le travail, ça amène l'émancipation financière. Et donc, du coup, ça leur a permis de- d'être libres, en fait. Et il y avait un podcast qui s'appelle Sur la vie de ma mère, où il y avait une femme immigrée qui racontait qu'elle est partie travailler dans le dos de son mari en tant que femme de ménage. Et là, ça a été la libération de ouf parce qu'elle avait son propre argent et elle a poussé toutes les femmes de la cité à le faire. Et donc, du coup, elle était grave mal vue. Son mari, au début, il voulait pas. Et quand il a vu que ça mettait grave du beurre dans les épinards, en fait, d'avoir 2 emplois, il l'a laissé. Et donc ouais, il y a aussi une émancipation, hein, je le nie pas, pour beaucoup. On peut pas tous changer complètement de voie. On a besoin aussi de juste améliorer certaines conditions parfois et tout. Mais voilà, en fait là je parle on va dire d'un point de vue très personnel et très hyperbole et tout. Le délire c'est que ça reste aliénant et ça occupe quand même un temps de ouf. J'y suis, le cadre de vie incroyable, le salaire aussi, mais on ne fait que travailler. Ouais, c'est ça que je me dis en fait. Que le cadre de vie il est bien, il y a la nature et tout, que le salaire il est bien, mais que au niveau charbon ça se voit que c'est plus plus. Je lis. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, franchement.
Mais voilà, en gros, bah, je pense qu'il est quelle heure là? Il est 20h, je vais aller manger, j'ai faim. En plus, j'ai dit tea talk, mais j'ai pas préparé mon thé en fait. Donc c'est n'importe quoi. Mais voilà, en gros, moi, c'est vraiment ça les questions. Je pense que là, il faut qu'on se pose, genre, on ferme le Twitch et on se dit, qu'est-ce que ça veut dire réussir déjà? Quel sens on veut donner à notre vie? Qu'est-ce qui nous importe vraiment? De quoi on sera fier? Bah, en fait, quand on aura 50 ans, allez, on va dire. Et essayer de se donner des objectifs qui sont en gros dans 5 ans où je veux être exactement. C'est quoi la place que je veux dans ma vie? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire des changements. Vraiment, je sais qu'il faut une force morale de ouf pour faire des changements, il faut un grand courage et tout, mais plus vous allez demeurer dans un milieu qui est nocif pour vous, qui est malsain, inadéquat et tout, et bah plus en fait vous allez comment on dit, vous complaire dans cette situation et vous n'allez pas prendre l'opportunité de rechercher en fait la véritable satisfaction et tout. Et la vie elle est super courte pour se contenter de regarder le temps passer sous prétexte que voilà, ça va être demain, ça va être demain, ça va être demain et tout. Et c'est pour ça en gros que moi des fois je me mets trop des objectifs de dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire et tout, parce que ça me permet de dire ah ouais mais là le temps il passe. Vous voyez quand je me dis ouais dans 3 ans j'ai envie d'avoir ci, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'en être là et tout, et ben et lourd, bonne ouverture à mon live sur l'excellence avec Rauchi, mais de ouf. Et en plus, tu sais, quand je voulais faire mon Twitch, je me suis dit, faut pas que je dépasse l'heure pour le live d'Imen. Genre, pas de concurrence, il faut que j'aille voir le live là. Donc, ouais, ça va être trop intéressant. Mais du coup, ouais, en fait, moi, je me mets des objectifs. Oui, d'ailleurs, là, quand vous quittez, vous mettez votre horloge 21h pour le live de Jimen et Rauchi. J'attends depuis longtemps ce live. El Ihsan, genre, c'est un de mes sujets préférés dans notre religion. Du coup, moi, je me mets des deadlines en fait. Je me dis, dans 5 ans, je veux en être là et je veux avoir ça et je veux avoir tel truc et tel truc. Du coup, là, quand les mois ils passent, je me dis, ah ouais, mais 5 ans là, c'est dans 4 ans et demi maintenant. Donc c'est tout de suite les changements, c'est tout de suite que je dois faire des choses. En gros, je peux pas. En fait, les choses ils vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est des petites étapes qui vont faire de grandes choses. Et voilà. Donc, conclusion, faites ce qui vous plaît. Vivez pour vous. Je sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe, vous voyez, c'est je sais pas, enfin une personne qui a été punie dans la mythologie par les dieux et qui doit soulever une pierre en haut d'une montagne, et donc elle la pousse, elle la pousse, elle la pousse, et arrivé en haut, en gros il est content, voilà, hop, il a poussé sa pierre et elle redescend, il doit le refaire. Et ben en gros pour moi la vie c'est un peu un mythe de Sisyphe, Sisyphe, je crois qu'on dit, on dit pas Sisyphe, mais bref, je dis tout le temps ça. Donc pour moi, la vie, c'est un peu un mythe de Sisyphe où on a des efforts à faire tous les jours. Le problème, c'est que quand on fait un taf qui ne nous plaît pas, ou quand on n'a pas de sens, ou quand voilà, on s'ennuie, ou etc. Donc ça, c'est 40 heures par semaine. On arrive en haut de la montagne et on n'a même pas ce délire d'être content. En fait, on a juste transporté la pierre, on arrive en haut, la pierre, elle retombe en bas. Et là, on va aller la repousser. Mais en fait, on n'a rien accompli en haut. Donc au moins faites que votre Sisyphe intérieur, quand il arrive en haut de la montagne, il est un succès. Parce que si on fait des efforts et qu'on se fatigue tant, parce que le travail, même si c'est une passion, c'est des efforts. La vie est un effort. Là, je dois aller manger, je vais aller me faire à manger, c'est un effort. Il faut se lever le matin, c'est un effort et tout. Ok. Donc au moins qu'en haut de la montagne, il y ait quelque chose qui nous rende heureux en fait. Ah, t'étais en train de texter sur le mythe de Sisyphe, bah ça c'est ma métaphore préférée. Pour moi, la vie, c'est un mythe de Sisyphe. Donc si vous arrivez en haut de la montagne et que votre pierre, vous avez même pas le succès de vous dire ça me rend heureux au moins ce que j'ai fait, bah là y a plus rien à faire en fait. Donc voilà, franchement c'est faut trouver du sens un peu à ce qu'on fait et pas du sens en mode forcément utile ou non, on veut juste euh, trouver un sens en fait intérieur à ce qu'on fait pour que on ait du succès à la fin de notre semaine et qu'on dise que ça a servi à quelque chose, qu'on a bâti des étapes qui vont permettre d'arriver à quelque chose qu'on regrettera pas. Bah là, c'est ça, j'étais sur une sauce, j'étais dans une sauce, pardon, sur Twitter, où je disais ça, qu'en gros, on voit défiler notre vie, et qu'au final, quand on fait le bilan de l'année, bah, qu'est-ce qu'on a accompli? Et je parle pas de grandes choses, hein, je parle pas de voyage, je parle pas d'avoir créé un truc de ouf, non, je parle de, est-ce qu'à la fin de notre semaine, on peut se dire, ok, je suis satisfaite de ce que je vis, ou est-ce que je laisse la vie m'emporter dans un truc qui me rend pas heureuse, en fait? Et voilà, après, je laisse la question ouverte, on en reparlera au Twitch prochain. Est-ce que l'apologie du bonheur, le développement personnel et tout, ça nous a pas mis aussi dans un délire? Parce que bon, nous là,
Je pense qu'on est dans un truc où on le pense vraiment. Mais est-ce que ça va pas trop matrixer la société sur l'obligation d'être épanoui au travail à 100% et tout? Est-ce qu'on réfléchit pas trop? Moi, pour ma part, pour moi, non. Pour moi, je suis vraiment malheureuse dans ce que je fais à mon travail et tout. Et vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent pas trop? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce que l'apologie de tout ça en fait? De l'épanouissement, du bonheur et tout? Parce qu'il y en a plein qui pensent le contraire, qui disent en gros que on n'a pas besoin d'être heureux au travail, que c'est une injonction et qui fait souffrir certains parce qu'ils sont pas heureux et qui peuvent pas en fait se réinventer ou prendre des risques ou etc. Donc à voir. Moi je pense que à nos âges, franchement, on est là pour tester, pour kiffer, pour prendre des risques, pour échouer, pour trouver ce qui nous fait vibrer vraiment dans une moindre mesure. Ça peut passer, comme je vous disais, par des petits détails dans votre travail actuel, par améliorer les conditions, par... Voilà, ça peut être... je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je suis chef de projet IT. Et quand j'avais pensé à ma réorientation dans le salariat, je me disais, pourquoi pas les incubateurs? Pourquoi pas l'accompagnement aux startups? Ça, je me disais, ça va grave m'animer. J'ai pas testé. Mais voilà, ça veut dire que dans ce que je faisais, je pouvais capitaliser sur des choses qui étaient en lien avec mon diplôme, etc. pour faire peut-être un truc qui m'intéresserait plus, où j'allais gérer plein de choses, des sujets intéressants et tout. Donc voilà. En gros, c'est juste pour vous donner un exemple que il y avait des tafs qui me plaisaient pas dans mon domaine, mais il y en a qui pourraient me plaire. Donc voilà, vraiment, 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 on est jeune. Si vous pouvez vous le permettre, vous êtes chez vos parents, vous n'avez pas de loyer, et que voilà, vous avez un diplôme, mais qu'il y a des trucs qui vous plaisent pas, testez, réinventez-vous, prenez des risques, échouez, vraiment, mais vraiment. Il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver ce que vous aimez. Moi, personnellement, j'ai testé des grandes entreprises, des petites entreprises, des structures différentes, des domaines différents, des secteurs différents, des pays différents. Et il n'y a que comme ça que je peux me dire j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Sans ça, j'aurais jamais pu savoir. Et au final, je me réveille à 30 ans en me disant ah là, pendant 10 ans, j'ai fait un taf que j'aimais pas. Bah qu'est-ce que je fais maintenant? Bah non, en fait, c'était avant qu'il fallait tester. C'est là en fait on peut donc il faut le faire et il faut pas avoir peur d'échouer, il faut pas avoir peur de prendre des risques, c'est pas grave. À part bah voilà, si vous mettez trop de barrières par rapport aux injonctions sociétales, mais à partir du moment où vous décorrélez de ça, vous vous dites c'est la seule manière de savoir ce que j'aime. Là par exemple mon nouveau taf, j'y suis depuis 5 mois. Et ben je vous jure qu'au début quand j'y suis arrivée, je m'étais mis comme contrainte personnelle de tenir 2 ans. Je vous jure, je me disais bon là je me force, je fais ça 2 ans. Mais pourquoi en fait? Quand j'ai commencé mon premier jour, je me suis dit, je tiendrai jamais 2 ans, je me force, je fais ça 1 an. Mais pourquoi en fait? Vraiment, c'est n'importe quoi. Et en fait, je faisais que d'en parler à mon mari et à mon père. Et je disais, j'aime pas, j'aime pas. Tous les jours, je me plains. Je fais que me plaindre. Ils me voient, hein, je pleure, je suis tout le temps angoissée. Je déteste ça. Ça me déprime. Et les deux, en fait, ils me disaient, mais pourquoi tu forces? Tu peux arrêter maintenant, en fait. Et je leur disais, mais non, j'ai fait tout ça, j'ai fait mes entretiens. En plus, c'est le seul cabinet de conseil qui prend avec le voile, entre guillemets. Voilà, il y en a deux, trois. Ça veut dire que j'ai utilisé mon dernier joker et tout. Là, si je démissionne encore et tout, non, il faut que je tienne 1 an. Et en fait, petit à petit, je vous jure, c'était douloureux pour moi d'y aller. Mais en fait, même moi, je me suis dit, non, en fait, ils ont raison. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Mais c'est quoi cette contrainte? C'est quoi c'est cette injonction que je me mets à moi-même? J'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Tu pourras faire autre chose. Et de là, bien sûr, il faut pas foncer tête baissée. J'ai pris 5 mois là où je réfléchis, où je me pose, où je me dis, je peux faire ça, je peux faire ça. Quand je vais démissionner le lendemain direct, j'embraye direct en fait sur le reste et je suis déjà en train de le faire et tout, mais voilà, c'est vraiment toute une introspection, un délire où t'enlèves toutes les barrières de la société, du regard des gens et tout, et parfois aussi les gens autour de toi, ils peuvent t'aider, voilà, moi vraiment, mon père qui est pas du tout dans ces trucs-là de conformité sociale, il me disait mais qu'est-ce que je t'en fous, t'as un diplôme, t'es intelligent, t'as des compétences, tu peux faire ci, tu peux faire ça, t'as plein d'idées, tu t'en fous, t'aimes pas, ça te met mal, ça te déprime, arrête. Et de moi-même, après, je me suis dit, mais ouais, pourquoi tu me dis 2 ans, 1 an, 6 mois et tout, t'aimes pas, arrête, c'est tout. Donc voilà, franchement, vous laissez pas polluer par des environnements nocifs. Encore pire quand vous aimez, entre guillemets, votre travail, mais que c'est les conditions, que je sais pas, on vous stresse, qu'il y a du harcèlement, du racisme et tout. Mais franchement, mais vous rabaissez pas. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, Anya, si j'ai poussé à faire ça, c'est pour que tu te rabaisses pas. C'est pour qu'un jour, il y a quelque chose qui te plaît pas, tu leur dis, ok, aujourd'hui, au revoir. Et mon père aussi, pourtant, il a fait voilà, des jobs de mec qui vient du bled. Et il était dans des trucs où le premier jour, on lui parlait mal. Et il disait, ok, je démissionne tout de suite, on arrête, je vous rends le tablier. Il était dans la restauration. Et voilà, et toujours,
il me dit ça quand là, quand ma manager ou quand mes collègues et tout, ils me rendent ouf ou qu'ils me parlent mal ou qu'on fait des trucs un peu malsains, je lui dis et il me dit, moi, regarde, j'avais pas un sou, je suis arrivée en France, j'ai fait des tafs beaucoup moins amélioratifs que toi et la première personne qui me manquait de respect, je lui disais Célèbre en fait. Et, euh, et voilà, donc franchement, c'est tout. Premier stream, c'est dans la boîte. Bon, ça a bugué de ouf, donc il faut que je trouve un moyen de filmer d'une meilleure façon. Mais voilà, gros cœur sur vous. Toutes vos interventions étaient super. Franchement, j'aime trop parce qu'en fait, là, demain, je recommence ma semaine. J'étais en arrêt cette semaine et du coup, je me dis, ok, il y a des gens qui pensent comme moi et vous me faites me sentir trop inclus. Parce que quand je vis ma vie, je me sens trop exclue. Et, euh, et c'est trop bien ça. Genre, je trouve que là, c'est tellement bien d'avoir une safe place où on peut parler et tout comme ça. Et de me dire, ok, il y a des gens qui pensent comme moi. Et peut-être qu'aussi nos réflexions à nous qui sont déjà dans le monde du travail, elles vont inspirer des personnes et faire réfléchir des personnes qui sont dans leurs études. Si vous êtes dans vos études, n'ayez pas peur de vous réorienter. Mais comme je vous disais, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Vous ne réorientez pas comme ça dans le vent, dans le flou et tout. Et voilà, franchement, on n'est pas toute seule. Safe place de ouf. Donc voilà, gros bisous. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous préserve. Et voilà, ouais, on est le moteur. Franchement, là, c'est vraiment le mindset. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Et passez une bonne soirée, bon dimanche. Vraiment bon courage pour votre semaine. Pour toutes les montagnes que vous aurez à gravir. Je vous fais des bisous. Salut!